Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous parler de la pluriparentalité et spécialement des aspects légaux qui sont associés à ce sujet-là. On va, avant toute chose, commencer par faire la reconnaissance que nous nous trouvons sur un territoire qui est non cédé. Donc voilà, l'enjeu dont on va traiter aujourd'hui, c'est dans le fond l'absence d'un cadre légal pour la pluriparentalité au Québec. Depuis quelques années déjà, il y a un fort désir de la communauté concernée à se référer à un cadre légal. Puis c'est ça la raison pour la raison pour laquelle on s'adresse à vous aujourd'hui, agents et agentes gouvernementaux du ministère de la Famille, c'est que nous avons comme objectif de faire de la sensibilisation par rapport aux impacts de la situation sur les familles pluriparentales québécoises. Puis on aimerait aussi explorer avec vous des pistes de solutions puis entamer une réflexion par rapport à ça. Avant d'entamer notre présentation, on trouve important de mentionner nos positions en tant que chercheuses. Matt, qui vient de parler, est une femme cis queer de 22 ans, étudiante libre et inscrite au baccalauréat en travail social à l'automne 2025. Ensuite, moi, B, je suis une femme cis queer bisexuelle de 22 ans, étudiante bachelière en sociologie. Et finalement, il y a Ro, une personne genderqueer, bisexuelle et queer qui termine son baccalauréat en sexologie à cette session-ci. Nos motivations pour ce sujet proviennent que certaines d'entre nous ont grandi dans un modèle familial recomposé. Donc, on a pu goûter à certains aspects de la pluriparentalité ainsi que nos désirs à explorer ces modèles pour nos futures familles. Pour la suite de la présentation, on va commencer par approfondir des concepts clés se trouvant dans notre enjeu. On va aborder la situation actuelle au Québec qui nous a inspirés pour le choix de notre sujet. Ensuite, on va parler des conséquences sur la famille et ses membres pour terminer avec des pistes de solutions, réflexions et une conclusion. Donc, pour commencer l'approfondissement de concepts clés, on ne peut pas passer à côté, évidemment, du concept de pluriparentalité. Donc, la pluriparentalité se définit comme un système familial dans lequel il y a plus de deux adultes exerçant le rôle d'une figure parentale auprès de l'enfant. Donc, c'est important de faire ici la distinction entre la pluriparentalité et la polygamie, qui sont souvent mélangées et mécompris, pas bien compris dans les discours populaires. D'ailleurs, la polygamie est illégale au Canada. La pluriparentalité, en fait, c'est un grand terme parapluie pour regrouper une multitude de systèmes et tout. Donc, notamment, on peut retrouver le trouble, deux dyades ensemble, des dyades ayant des partenaires vivant à une autre adresse, la coparentalité intentionnelle et plusieurs autres modèles. Pour analyser notre enjeu, on a aussi mobilisé les concepts de mononormativité et de bioconjugalité. Le premier est une idéologie qui affirme que la monogamie est la norme et même que ce serait la conséquence logique et naturelle du couple. C'est alors de dire que le couple dyadique est le seul modèle viable. Selon la théorie du script, on nous apprendrait nos comportements, nos préférences et nos désirs culturellement. Ainsi, en Occident, on intériorise que ce modèle de couple hétéro-cis est le plus satisfaisant et si on ne le respecte pas, notre vie serait moins accomplie. En ce sens, la mononormativité s'attaque à toute forme de fluidité qui serait de sortir du cadre de la famille nucléaire dans notre enjeu. Cela nous mène à la bioconjugalité, qui est un modèle traditionnel qui voit les relations difficilement dissociables entre les liens biologiques, affectifs et légaux. Dans ce contexte-là, c'est plus facile d'acquérir le statut légal de parent quand ces mêmes personnes sont celles qui ont procréé. En rendant plus difficile le processus pour avoir des enfants de certains groupes de personnes, la bioconjugalité incite très fortement à l'hétérosexualité et à la reproduction biologique. Cela vient toucher directement les couples homosexuels et, dans le cas de l'enjeu présent, les familles pluriparentales. Concrètement, la bioconjugalité implique qu'il faut avoir une sexualité procréatrice qui donne beaucoup plus de légitimité aux parents qui ont des liens de sang avec les enfants. Aussi, ça implique de voir la maternité comme naturelle et la paternité comme instituée, et qu'il y a ensuite une division des rôles selon le genre, ce qui mène à une naturalisation de la parentalité. Donc, selon ce concept, il serait impossible d'avoir des parents de même sexe ou encore moins plus de deux parents. À la lueur de ces deux concepts, on peut imaginer que la pluriparentalité est stigmatisée autant par le fait que ces familles ne suivent pas les normes prescrites par la mononormativité, ainsi que par le fait que ces types de parentalité ne s'appuient pas seulement sur des liens biologiques et les rôles genrés pour créer leur famille. Définir ce qu'est une famille est un sujet très actuel et parfois controversé dans notre société. Pour nos systèmes juridiques, le lien biologique entre les parents et les enfants joue toujours le rôle principal pour déterminer ce qu'est une vraie famille, entre gros guillemets. Ce qui fait écho au concept de bioconjugalité dont on vient tout juste de vous parler. Pourtant, c'est loin de représenter la réalité d'aujourd'hui et la diversité de modèles qui existent au sein de notre société. Ces modèles sont donc victimes de désavantages légaux et sociaux qui affectent directement leur famille.
Au Canada, présentement, il y a 3 provinces qui reconnaissent les familles pluriparentales, soit la Colombie-Britannique, l'Ontario et la Saskatchewan. Elles le font sous certaines conditions, telles que la rédaction d'une entente de projet parental avant la naissance ou l'arrivée de l'enfant. Et souvent, ben en fait, dans tous les cas, ces provinces reconnaissent légalement les familles constituées de 3 ou 4 parents au maximum. Contrairement au Québec, ces provinces canadiennes n'ont pas eu à tenir de grands débats de société comme elles appliquent la common law, contrairement à ici où on a notre propre code civil, qui se distingue de la common law, plus propre au Canada anglais. Le Code civil du Québec est donc interprété par le gouvernement de façon à ce que seulement 2 parents soient autorisés à établir leur parentalité sur le plan juridique. En 2023, au sein du gouvernement de la CAQ, il y a une réforme du droit de la famille avec le projet de loi 12 qui a été piloté par le ministre Jolin Barrette pour la coalition des familles LGBT+, ainsi que pour les familles pluriparentales. Ça représentait vraiment là, l'occasion parfaite d'inscrire les familles pluriparentales et sortant du modèle traditionnel dans le Code civil québécois. Jolin Barrette déclarait lui-même que l'objectif de ce nouveau projet de loi était de répondre plus adéquatement aux besoins des familles québécoises dans l'intérêt des enfants d'abord. Cependant, suite aux nombreuses demandes et revendications des familles et des communautés touchées, la CAQ persiste. Au Québec, une famille, c'est 2 parents, pas plus. Ça vient vraiment contredire ses propres propos là, de la CAQ là, parce que le parti voulait que le droit de la famille soit le reflet des familles québécoises, mais il exclut complètement un modèle de famille et l'invisibilise par le fait même. Cette reconnaissance est une demande de longue date de la coalition des familles LGBT+. Donc là, environ un an plus tard, le 14 juin 2024, c'est l'ouverture du procès impliquant la coalition et 2 familles pluriparentales contre le procureur général du Québec. Leur demande principale est que l'État québécois reconnaisse légalement les familles de plus de 2 parents. On va voir pourquoi là, cette demande est vraiment légitime et surtout importante en vous présentant quelques figures de cas de familles pluriparentales et puis les impacts sur ces familles de la non-reconnaissance légale de leur réalité. Une des familles du procès est celle de Sophie Paradis, qui a fondé une famille avec sa conjointe de l'époque et un de leurs amis. Ses parents, depuis le début de leur projet familial, sont confrontés aux cases binaires et ils ont toujours souhaité pouvoir honorer leur cellule familiale sur les papiers légaux, médicaux, etc. Alors, c'est une des familles qui est très visible. Il y a aussi la famille de Colin Boudria, qui est un exemple très positif de ce modèle familial au Québec. Sa famille se compose de 3 parents, soit lui et sa conjointe, ainsi qu'une de leurs amies proches. Ils s'expriment dans les médias et les balados sur leur expérience et permettent de démystifier la famille pluriparentale au public d'une manière qui est vraiment accessible et ludique. Le dernier cas dont on voulait vous parler, c'est la première famille pluriparentale qui a été reconnue dans une province sans cadre législatif au Canada. C'est une famille polyamoureuse de 2 pères et d'une mère de Terre-Neuve et Labrador. Lors du procès pour se faire reconnaître comme 3 parents légaux, le juge qui leur a donné le statut de parents de manière légale a stipulé que leur modèle doit être reconnu comme une réalité et non comme un détriment aux intérêts supérieurs de l'enfant. Il leur a donné raison comme finalité, là, leur a permis d'être 3 parents légaux. Bref, malgré l'absence de statistiques et du nombre exact de familles pluriparentales au Canada et au Québec, de plus en plus de modèles différents sont présents dans notre société et méritent de se faire reconnaître au même titre que les modèles dits plus traditionnels. Comme rapportent ces cas familiaux et plusieurs autres, il y a plusieurs avantages à la famille pluriparentale. Entre autres, Yel nous rapporte comment il y a une meilleure répartition des tâches et du temps, une meilleure situation économique, une situation familiale réfléchie et organisée, un plus grand espace mental pour chaque parent qui peut ensuite continuer d'avoir une vie personnelle active. La charge parentale peut être ensuite mieux divisée. Il y a moins de gardiennage, la disponibilité parentale pour l'enfant est accentuée et les modèles diversifiés d'individus pour les enfants sont aussi multiples. Donc, maintenant qu'on a vu un état de la situation au Québec concernant le cadre légal pour les familles, discutons maintenant des conséquences sur la famille et ses membres d'une famille pluriparentale. Donc, premièrement, dans une grande famille, on a
la multiplication des barrières légales pour ces familles-là. Donc d'abord, on peut parler de la reconnaissance légale de tous les parents, ce qui peut apporter plusieurs enjeux spécifiques comme le droit de succession, le congé parental, les décisions médicales ou autres décisions très importantes et le droit fiscal. Ça peut aussi apporter des enjeux au niveau de la création de documents. Donc, c'est une charge de travail supplémentaire qui est non négligeable. Donc, notamment, les familles rapportent utiliser des contrats privés ou des documents faits chez le notaire. Puis enfin, on a beaucoup l'anticipation par rapport au manque de cadre légal. Donc, notamment, ces personnes-là doivent s'adapter au cadre pour éviter des situations. Pas qu'ils doivent le faire, mais ils souhaitent le faire afin d'éviter certaines situations comme dans les douanes. Ils vont, par exemple, il y en a qui ont rapporté se séparer entre les parents sur le certificat et les parents qui ne sont pas sur le certificat afin d'éviter des questions. Puis aussi, la préparation pour le pire. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'il y en a beaucoup qui parlent d'une crainte s'il y a des ruptures entre les parents. Donc oui, quand la situation va bien, ces familles-là parlent beaucoup en fait d'avantages, mais ils peuvent pas aussi s'empêcher d'anticiper les situations qui pourraient subvenir. Aussi, la situation légale au Québec a des impacts sur la sphère sociale des personnes concernées. Donc, il rapporte notamment l'absence de terminologie. Donc, par exemple, un enfant qui a plusieurs pères, plusieurs mères ou plusieurs parents non binaires n'ont pas les termes pour les identifier proprement ou comme ils souhaiteraient, selon eux. Donc, on ressort en fait un manque de repères de vocabulaire pour les enfants, ce qui pourrait apporter de la confusion parfois chez eux. Puis aussi, quand ces personnes-là concernées créent des nouveaux mots qui leur semblent plus, qui collent plus en fait à leur identité, la réception d'autrui est rapportée comme pas étant toujours bonne ou en fait les personnes ont une crainte de la réception de ces personnes-là. Aussi, ça implique un coming out. Donc, on conçoit bien que le droit puis les paradigmes qui restent dans la société sont pas totalement alignés. Mais ils ont quand même une corrélation ensemble, ils peuvent s'influencer. Donc, en fait, le fait que le droit n'ait pas les termes ou le cadre pour appuyer ces familles-là, ça fait en sorte qu'il y a une moins grande reconnaissance au sein de la société et ça implique en fait un coming out. Un coming out qui peut apporter beaucoup d'anticipation. Puis, en fait, les familles rapportent devoir un peu choisir à qui ils veulent le dire, soit au cours du processus ou pendant, ou aux institutions, par exemple à l'école. Parce que des fois, encore une fois, ils ne savent pas quelle réaction qu'ils vont recevoir. Puis enfin, dans la société, il y a beaucoup de stéréotypes qui demeurent pour ces familles-là, pour cette communauté. Donc, ils notent notamment un effacement du groupe, un effacement individuel, donc des membres de la famille, et une délégitimation, ce qui contribue en fait à une moins bonne acceptation sociale des familles pluriparentales. Donc, maintenant qu'on comprend mieux les conséquences que ça peut avoir sur les familles pluriparentales, on souhaitait vous proposer des pistes de réflexion que les familles elles-mêmes ont soulevées, puis que nous aussi, on a pu identifier à travers la lecture. Donc, des pistes, en fait, de solutions pour le gouvernement, pour le ministère de la famille, qui pourraient être mis en place pour mieux supporter ces familles-là. Donc, premièrement, on aimerait souligner qu'il est important d'être à l'écoute des parents concernés. Donc, ces parents-là ont une voix qui est importante, qui permet de mieux s'adapter à leur réalité, mais aussi être à l'écoute des enfants. Donc, on rapporte souvent dans les discussions qu'on veut protéger nos enfants, mais on pense qu'il est très important d'être à l'écoute. Ils sont capables aussi d'expliquer comment ils se sentent dans ces situations-là. Troisièmement, il serait important de prendre exemple d'autres provinces canadiennes et pays ayant fait le pas.
Comme on a pu le voir plus tôt, ça s'est fait au Canada, puis aussi dans d'autres pays. Quatrièmement, il faudrait se fier à la recherche scientifique, mais aussi se fier à la jurisprudence, donc ce qui a déjà été fait au Canada. Puis englobant en fait 3 et 5, on aimerait dire qu'il est important de s'éloigner de la panique morale, un concept qui sera en fait développé un petit peu plus tard dans la présentation. Donc, afin d'approfondir le numéro 3, qui est prendre exemple d'autres provinces canadiennes et pays en fait le pas, on souhaitait souligner notamment que 3 provinces, en fait, ont un cadre pour ces personnes-là. Ils ont établi certaines conditions, mais qu'aussi, il y a une province qui est Terre-Neuve et Labrador, qui est une province comme nous, qui n'a pas un cadre législatif, a reconnu le statut parental de 3 parents en 2018, des parents qui étaient dans une relation polyamoureuse. Donc, c'est des choses qui se sont déjà faites dans le passé, puis qui peut être intéressant d'instaurer dans notre province, d'autant plus que ça a été fait déjà dans le pays. Ensuite, numéro 4, se fier à la recherche scientifique. Donc, au cours de cette présentation, on s'est basé sur une recherche qui a été faite aux Pays-Bas et en Belgique. Donc, c'est une recherche très intéressante qui explore les pratiques sociales de familles pluriparentales intentionnelles en contraste avec le contexte des nouvelles recommandations du gouvernement néerlandais, donc aux Pays-Bas. Donc, c'est une recherche qui est très intéressante parce qu'elle utilise une méthodologie qui est, entre autres, l'entrevue. Donc, ça permet d'explorer très largement tout ce qui pourrait émerger dans ces situations familiales-là. Puis aussi, il était à l'écoute des parents, donc la population concernée. L'échantillon était très large, Pays-Bas et Belgique. Ils ont expliqué des exemples très concrets. Puis, en fait, eux, ils ont fait le pas après qu'est-ce que le Canada a déjà fait. Donc, pour revenir au numéro 3, il y a des conditions qui sont déjà établies pour ces familles-là. Le Pays-Bas avait déjà ces conditions-là, puis eux, ils sont venus ensuite explorer de quelle manière ce cadre-là pourrait vient en fait les affecter. Ce qui est très intéressant, puis qui permet à nous d'en apprendre soit sur les erreurs, puis sur les réussites, en fait, de ce cadre proposé-là. Pour faire suite aux pistes de solutions proposées par ma collègue, on trouve qu'il serait pertinent de s'éloigner des discours de panique morale, qui sont des discours qui se retrouvent sur les médias et sur les réseaux sociaux autant que dans la sphère de la vie courante. Avec les paniques morales, il y a la réaffirmation de l'ordre et des normes en stigmatisant des groupes sortant de ces cadres. Ces stigmatisations sont aussi très violentes et encouragent de la haine envers les groupes dissidents comme les familles pluriparentales qui se différencient de la mononormativité. Alors voici quelques manières de s'éloigner de la panique morale. Concrètement, ce serait de ne pas appuyer son jugement sur un événement anecdotique, de ne pas appuyer son jugement sur des craintes non fondées, être à l'écoute des personnes concernées plutôt que de nos peurs, s'engager dans des réflexions qui s'éloignent de la haine, et c'est aussi de comprendre que d'assurer un cadre légal pour les familles pluriparentales ne veut pas dire que toutes les familles doivent adopter ce modèle familial. En conclusion, en analysant les modèles familiaux pluriparentaux à travers des concepts de mononormativité et de bioconjugalité dans le contexte légal au Québec, on voit très bien que les personnes concernées rapportent beaucoup d'avantages, mais également plusieurs barrières au niveau légal. Afin de continuer de vous sensibiliser au sujet, on vous recommande d'approfondir vos réflexions à travers un processus de réflexivité, par exemple en effectuant une remise en question de vos biais, en continuant de vous informer à travers des balados, des études scientifiques ou en pratiquant l'écoute active, et enfin d'effectuer une autoréflexion, notamment par rapport à votre position familiale et comment celle-ci pourrait affecter possiblement vos interventions au gouvernement. Si vous avez besoin d'un outil pour entamer cette réflexion, on vous propose d'avoir une approche de sécurisation. Donc ici, on a un modèle qu'on a adapté en fait de l'approche de sécurisation culturelle qui a été pensée et construite pour les interventions psychosociales auprès des populations autochtones. Donc cette approche de sécurisation se base principalement sur la conscience, la sensibilité et la compétence. Donc chacune de ces valeurs en fait s'approfondissent de différentes manières, ce qui peut être une manière rigoureuse, en fait, d'explorer notamment nos biais et notre position sociale. On vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup.